à toutes et tous. Merci de votre présence ici. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons vous faire un petit retour sur maintenant 2 ans d'évaluation déployée au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc rapidement, un peu aussi revenir sur cette évaluation, ce que c'est et pourquoi et surtout comment elle est un outil qui vous permet d'avancer et de progresser dans le cadre de votre démarche d'amélioration continue. Les différents outils qui sont à votre disposition, que normalement vous connaissez, mais pour lesquels nous nous rendons compte qu'il existe quand même encore quelques questions. Les différentes étapes de cette évaluation, avec notamment comment on choisit aussi son organisme évaluateur, est-ce qu'on fait ou pas son auto-évaluation, comment, quand. Et puis aussi un sujet qui aujourd'hui anime un certain nombre d'entre vous, et une fois qu'on a le rapport, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, les fondements du dispositif d'évaluation, il y a vraiment cette volonté qu'a eu la HAS de disposer d'un référentiel commun. Un certain nombre nous ont fait la critique de « mais c'est impossible d'avoir un seul référentiel pour s'adresser et au social et au médico-social ». Et en fait, si, c'est possible. Déjà, il n'a pas été réalisé de manière, en chambre uniquement par la HAS, mais il a quand même fait l'objet de beaucoup de groupes de travail. Il y a même eu une consultation sur l'ensemble du référentiel. Et réellement, les évaluateurs, on y reviendra un petit peu après sur leur choix, les évaluateurs, leur connaissance et leur technicité au regard des différents types d'établissements et publics accompagnés doit permettre de reformuler les questions du manuel, puisque vous avez vu que nous sommes sur des affirmations. Les éléments d'évaluation ne sont pas des questions mais des affirmations. L'objectif étant que vous soyez une personne âgée, une personne en situation de handicap, une personne en situation de précarité, quel que soit l'établissement ou le service qui vous accompagne, vous ayez le même niveau de qualité d'accompagnement et de prestation. C'est pour ça, ce référentiel unique. Tout le monde a le droit à être accompagné avec le même niveau de qualité. Sachant qu'il y a 4 grands fondements dans ce référentiel, qui sont le pouvoir d'agir de la personne, le respect de leurs droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements, que ce soit les enfants dans la scolarisation ou les adultes dans le cadre du travail, et bien évidemment la réflexion éthique des professionnels, parce qu'il ne peut pas y avoir d'accompagnement de qualité si les professionnels n'ont pas non plus des espaces qui leur permettent de venir déposer les problématiques qu'ils rencontrent, de pouvoir en discuter et de trouver des solutions de manière collective. Mais ce sera abordé un petit peu plus tard dans la journée aussi, ce point. Les objectifs donc, de ce dispositif d'évaluation, c'est vraiment de venir objectiver le niveau de maturité de vos démarches d'amélioration continue de la qualité au sein des établissements et services. Alors, c'est pas nouveau la qualité, puisque c'est la loi 2002 qui a commencé à poser cela. Pour autant, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'établissements et services qui ne disposent pas de plan d'action ou qui en ont, mais qui ne sont pas réellement suivis. Et finalement, ce sont des démarches qui ne sont pas complètement abouties. Donc, cette évaluation, elle doit vraiment être perçue comme un outil qui va vous permettre, sur le cycle de 5 ans, de pouvoir identifier les priorités, de pouvoir vous assurer aussi d'identifier les moyens, les pilotes. Alors ça aussi, d'avoir une vision globale, ça évite que ce soit toujours sur les mêmes que l'avancement de la démarche qualité repose, puisque c'est souvent un petit peu comme ça que ça se passe aussi dans les établissements et services, où il y a une forme parfois de goulot d'étranglement, où c'est un peu le management qui doit gérer tout ça, alors que la qualité, c'est l'affaire de tout le monde. Les professionnels aussi sont en capacité de pouvoir contribuer à la qualité de l'accompagnement, et même souvent ils ont des idées extrêmement pertinentes, et c'est aussi une façon de valoriser leur travail, et dans une situation où le recrutement est quand même une problématique importante, ça peut être aussi une manière parfois de pouvoir conserver des professionnels en les amenant à travailler aussi sur des sujets liés à la qualité, sachant que ça traverse absolument tout l'accompagnement.
cette démarche d'évaluation, elle est bien à distinguer d'un contrôle ou d'un audit. On est vraiment dans une photo à un instant T qui nous permet de savoir où on en est sur un peu tous les sujets de l'accompagnement. Donc c'est différent des contrôles qui peuvent être faits par les autorités de tarification et de contrôle, qui ont des logiques différentes, et ça doit vraiment être une évaluation, c'est-à-dire un outil qui vous accompagne tout au long des 5 années. Quand je vous parle d'outils, c'est un outil de pilotage à travers les plans d'amélioration de la qualité, mais c'est aussi un outil de management. Comme je viens de vous le dire un petit peu, la démarche qualité, c'est ce qui va aussi permettre à l'organisation de définir le cadre dans lequel les professionnels vont intervenir. Puisque un professionnel, quand il vient travailler, il doit savoir ce qu'on attend de lui, il doit savoir quelles sont les bonnes pratiques qu'il doit mettre en œuvre, quels outils il a à sa disposition pour pouvoir effectivement travailler de manière la plus sécurisée et qui correspond aussi au type d'accompagnement que souhaite déployer l'établissement ou le service. Et puis, il doit aussi savoir comment évaluer son travail. Et évaluer le travail des professionnels, c'est pas un gros mot. Dès lors que tout le monde sait exactement quelles sont les règles du jeu, il n'y a aucun souci et c'est même sécurisant pour les professionnels de savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Mais pour que tout ça soit possible, ça veut dire que les établissements, eux aussi, doivent vraiment réfléchir à leur organisation. Ils doivent avoir une stratégie qui donne donc lieu à un cadre de travail, des ressources et des outils. Et c'est là aussi qu'on va retrouver un certain nombre d'éléments de preuve, comme on les appelle, dans le cadre de l'évaluation, même si ce ne sont pas les seuls outils qui sont abordés dans le cadre du dispositif. Comme je vous disais, il y a une distinction entre évaluation et inspection-contrôle. Le contrôle et l'inspection ne relèvent pas du tout des attributions de la HAS. Elles sont vraiment du domaine des autorités de tarification et de contrôle. Il y en a 2 ordres. Les contrôles des ATC, comme je viens de dire. Et puis, il peut y avoir aussi tous les contrôles de conformité aux normes, que ce soit les normes d'hygiène, lingerie, restauration, etc., qui sont 2 choses bien distinctes. Je laisse la parole à ma collègue. Donc, je prends la suite pour aborder la question des outils de l'évaluation, à commencer bien entendu par notre outil socle que vous connaissez désormais, le référentiel d'évaluation, qui se décline en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Donc, étant entendu que toutes les thématiques doivent être investiguées dans le cadre de la visite d'évaluation. Et donc, on a une thématique qui est commune aux 2 chapitres 1 et chapitre 2, et puis 2 thématiques qui sont spécifiques au chapitre 3. Donc, je passe assez rapidement parce que je pense que maintenant, le référentiel, c'est connu par le grand public. Et donc, pour investiguer les thématiques du référentiel, la HAS a mis en place 3 méthodes. Donc, la méthode de l'accompagné traceur. Donc, on a un dispositif qui est centré sur la personne. Donc, cette méthode, elle est essentielle. Et l'objectif, vraiment, c'est de recueillir l'expression de la parole accompagnée. On n'a pas choisi le terme expression par hasard, parce qu'on sait qu'on a parfois des personnes qui ne sont pas forcément verbalisantes. Donc ensuite, on a le chapitre 2, traceurs ciblés, où on va vraiment évaluer les pratiques professionnelles, la mise en œuvre des processus donc à l'aide de traceurs. Et le chapitre 3, l'audit système, donc on va vraiment évaluer l'organisation. On va plutôt partir de l'organisation vers les pratiques. Et donc le chapitre 1 se matérialise par un entretien avec la personne accompagnée, puis avec un ou plusieurs professionnels qui l'accompagnent au quotidien. Le chapitre 2, il se matérialise par un entretien avec les professionnels, puis avec la gouvernance. C'est vraiment la logique du regard croisé. Puis le chapitre 3, c'est l'inverse. On s'entretient d'abord avec la gouvernance pour ensuite aller recueillir le point de vue des professionnels sur des éléments qui ont été recueillis. On en profite pour bien préciser que ces méthodes,
elles se mettent en place à l'aide de 3 outils qui sont très importants. C'est donc les entretiens que je viens d'évoquer, l'analyse documentaire, donc les éléments de preuve, tout ce qui va être mis à disposition des évaluateurs, et les observations qui sont faites sur le terrain, qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque les évaluateurs aussi doivent observer un certain nombre de choses lors d'avis d'évaluation, et tout ça est bien sûr précisé dans le manuel d'évaluation. Quelques zooms sur la méthode de l'accompagné traceur, puisque c'est une méthode, on le sait, qui soulève beaucoup de questions. Et d'ailleurs, ma collègue va en parler tout à l'heure, on a un chantier qui est lancé là-dessus. Mais cette méthode, déjà, comme je disais, elle est vraiment essentielle, puisqu'on a un dispositif centré sur la personne. Donc, c'est important qu'on respecte les règles qui sont dans le manuel d'évaluation. Donc, à ce jour, c'est 3 accompagnés traceurs au minimum sur une évaluation. Et donc, non seulement il y a le nombre, mais aussi les accompagnés traceurs doivent vraiment représenter toutes les modalités d'accompagnement qui sont mises en œuvre au sein de la structure. Donc ça, c'est très important. Et donc, la règle, c'est que l'ESSMS doit présenter le double du nombre d'accompagnés traceurs prévu au moment de la visite. Donc si c'est 3 accompagnés traceurs, il faut une liste de 6 personnes, etc. Et donc on vous a mis aussi quelques recommandations. On les sort pas de nulle part, c'est aussi parce qu'on a eu, déjà on a observé le déploiement du dispositif, on a vu des choses dans le cadre du bilan qu'on a élaboré sur le dispositif d'évaluation. Ça nous a permis de voir qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on souhaite insister. Donc comme je disais, s'assurer que tous les profils soient bien représentatifs des différentes modalités d'accompagnement. C'est pas juste une question de rapport nombre taille de l'ESSMS. Identifier aussi en concertation avec l'organisme évaluateur tous les moyens de communication adaptés qui peuvent être mobilisés pour pouvoir recueillir l'expression de la personne, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de profils différents et que parfois il y a des outils qui sont nécessaires. Anticiper aussi la visite d'évaluation en réalisant vraiment un travail auprès des personnes accompagnées pour leur expliquer la démarche et leur expliquer pourquoi c'est intéressant de s'y associer, bien sûr toujours recueillir leur consentement, parce que nous à la HAS on va vraiment être intransigeant sur la question des accompagnés traceurs, puisque notre dispositif, la méthode de l'accompagné traceur, ça repose vraiment là-dessus. Donc il faut anticiper un maximum, montrer qu'en tout cas il y a eu une mobilisation vraiment importante de la structure pour trouver les nombres d'accompagnés traceurs, et aussi la possibilité qu'un tiers soit présent pendant les entretiens, parce que ça peut aider aussi que la personne se sente soutenue. Voilà. Un petit tableau qui nous montre un petit peu la répartition de la concrète du dispositif d'évaluation. Ce qu'on voulait dire à ce point, c'est qu'on constate en fait que les professionnels sont extrêmement mobilisés. Donc 59% du référentiel concerne les professionnels, ce qui veut dire que il faut vraiment aussi prendre en compte ce facteur quand vous préparez une visite d'évaluation. Donc là, vous voyez la répartition. Et ne pas oublier aussi que le conseil de la vie sociale, c'est vraiment une partie prenante de l'évaluation, parce que vous avez un entretien qui est prévu avec les représentants des personnes accompagnées et ou les représentants des familles et représentants légaux. Donc, deuxième outil phare de notre dispositif, le manuel d'évaluation. Donc, vous voyez un petit peu comment il est structuré. Il y a une fiche par critère. Il y a un certain nombre d'informations qui vous sont données. Puis, il y a également des fiches pratiques qu'on est en train de compléter. Et donc, juste pour votre information, il y a un chantier d'actualisation des références, un chantier assez important qui est en cours actuellement pour pouvoir justement mettre à jour les références que vous avez, tant au niveau de la réglementation que des recommandations de bonnes pratiques auxquelles vous pouvez vous référer sur les critères. Donc, je passe assez vite aussi sur le manuel. Et donc, je relaisse la parole à Hélène sur nos chantiers. Oui, comme le disait Audrey, dans le cadre du premier bilan, mais également puisque la HAS a un rôle de contrôle des rapports, donc nous voyons beaucoup de choses au cours de ces 2 années, et nous avons identifié, et nous avons déjà commencé, puisqu'en 2024 vous avez dû voir la fiche CVS, puisque c'est un petit peu compliqué de savoir, alors que c'est réglementé, quand il fallait ou non actionner la grille CVS, donc la fiche doit vous y aider. Alors sur certains types d'établissements, notamment dans le
social, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des trous réglementaires et qu'on ne peut pas se substituer à la loi. En tout cas, on a essayé de l'expliciter au maximum. Nous avons une deuxième fiche qui est sortie sur la cotation, parce que là aussi, on s'apercevait par exemple qu'on avait des cotations à 4 avec des axes d'amélioration. On ne peut pas avoir la note maximale s'il y a encore des choses à travailler. Donc nous avons trouvé important de pouvoir repréciser cette cotation en la remettant bien dans la perspective de ce qu'est la démarche continue de la qualité au sein des établissements. Il n'est pas grave d'avoir des notes à 2 ou 3. L'objectif, je le redis, c'est que vous ayez un outil, une photo à un instant T qui vous permet exactement de savoir où vous en êtes pour savoir ce que vous devez travailler. Une évaluation surcotée ne vous permet pas de le savoir et donc en fait est beaucoup moins utile. Donc on est sur une première vague, hein, c'est le premier cycle de l'évaluation sur le dispositif unique. Donc réellement, ça n'est pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas bien, que vos équipes ne travaillent pas bien. Et c'est là aussi tout l'enjeu des évaluateurs, de venir expliciter ce qui existe, ce qui se fait, mais qui par exemple n'est pas tracé. En termes de démarche qualité, on sait qu'il faut de la traçabilité, puisque ça ne doit pas reposer sur les personnes, mais ça doit reposer sur une organisation. Une organisation, elle se base sur des choses qui sont écrites. Donc voilà, cette fiche cotation, elle nous paraissait vraiment indispensable et elle permet aussi, autant vous, lorsque vous faites votre auto-évaluation, que les organismes évaluateurs, de savoir exactement comment la cotation se fait, sur quel principe, et donc d'être en cohérence aussi entre auto-évaluation et évaluation. Donc, comme le disait Audrey, nous sommes en train de travailler, et d'ailleurs, il va bientôt y avoir un appel à candidature pour travailler sur une mise à jour. Alors, c'est pas une refonte complète, hein, mais une mise à jour de la fiche 3 du manuel sur les accompagnés traceurs quant à leur nombre. Ça veut dire quoi, un établissement de petite taille, quand on dit 3 pour les établissements de petite taille? Comment aussi on s'assure de pouvoir correctement recueillir leurs paroles? Enfin voilà, beaucoup de questions encore existent sur cet entretien qui est vraiment central, hein, puisque la démarche qualité, on part du besoin et la fin de la démarche qualité, c'est s'assurer de la satisfaction. Donc ce chapitre 1 sur le recueil de la satisfaction des personnes, il est primordial et c'est pour ça qu'il nécessitait aussi un certain nombre de compléments. On doit travailler aussi sur ce que sont les établissements multi-ESSMS, comment on fait des regroupements qui ont du sens pour avoir des rapports qui permettent à chaque structure de pouvoir effectivement disposer des éléments pour la mise à jour de son plan d'action. Voilà, enfin, on a beaucoup de chantiers. Un des principaux chantiers qu'on peut avoir, c'est sur la volonté de la HAS de mettre en place un pôle d'appui à la qualité. C'est vraiment comment on arrive, parce que nous avons quand même plusieurs interlocuteurs, nous avons les organismes évaluateurs, nous avons les ATC, et bien évidemment, il y a vous, établissements et services du social et du médico-social. Donc notre objectif, il est aussi de pouvoir avoir, au-delà des outils qu'on peut vous mettre à disposition, aussi comment on vous pousse l'information. Donc on a pour projet... Alors, on voulait le faire en 2024, en fait, ça va se repousser un peu sur 2025, une lettre d'information qui vous permet aussi de savoir exactement tout ce qu'on travaille et que vous ayez les éléments qui vous arrivent sans avoir nécessairement à les chercher. Et ce sera une lettre d'information, pas que service évaluation, mais vraiment toute la direction de l'amélioration de la qualité au sein de la HAS. Ça reprendra aussi les recommandations de bonne pratique, notamment pour que aussi on puisse vraiment articuler référentiel et bonnes pratiques. On souhaite aussi continuer à intervenir dans le cadre de journées régionales. Ça peut arriver aussi qu'à la demande d'organismes gestionnaires, on puisse aussi avoir des rencontres pour pouvoir venir expliciter et répondre à des questions. On est en train de réfléchir à des formats qui soient accessibles à l'ensemble des acteurs. Alors, on est encore en réflexion, mais sur des formats courts, où on pourrait d'ailleurs être amené à vous solliciter pour avoir aussi des retours d'expérience. Donc, c'est des choses qui vont se construire
tout au long de l'année 2025 et jusqu'en 2027, puisque notre objectif, il est de ne pas toucher au référentiel sur le premier cycle des 5 ans, le temps qu'effectivement on puisse compléter les éléments qui sont à compléter et puis vraiment pouvoir tirer des expériences probante pour voir ensuite ce qu'il faudrait faire bouger. Ce pôle d'appui à la qualité, il a quand même vraiment pour objectif de pouvoir cibler de la communication et de l'information par secteur, par public, mais aussi par thématique. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, effectivement, sur la RSE, que vous arriviez à voir comment le référentiel est vraiment un outil qui vous permet de cadrer les attendus en termes de démarche qualité dans votre secteur. Voilà. Et donc, je vais essayer d'aller vite sur la suite de la présentation parce qu'il me reste... et c'est parfait parce que donc, je vais passer sur la fiche CVS et d'abord qui est disponible sur le site de la HAS. Hein. Pareil sur la fiche pratique sur la cotation que vous avez sur le site. Hein, je ne reviens pas dessus puisque ça a été abordé. Et vous avez également les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui sont élaborées par le service recommandation qui est la deuxième branche de la DICASM à la HAS que vous connaissez. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site pour pouvoir les consulter. Rapidement sur les étapes de l'évaluation. Alors là, vous avez un petit tableau qui vous rappelle, grosso modo, les étapes du cycle évaluatif, partant de l'auto-évaluation jusqu'à la transmission du rapport final, et puis dans le rapport d'activité, fait de retracer les actions qui ont été mises en place dans le cadre de la démarche qualité. Alors, 2 points importants qu'on veut vous rappeler, déjà sur les évaluations multi-ESSMS. Donc, qu'est-ce qu'une évaluation multi-ESSMS ? C'est une évaluation qui regroupe en son sein, plusieurs finesses géographiques. Donc ça, c'est notre définition HAS d'une évaluation multi-ESSMS. Nous, on va essayer de préciser les choses sur dans quel cadre, justement, ce regroupement peut faire sens d'un point de vue méthodologique. Mais après, ce sont les autorités de tarification et de contrôle qui sont bien décisionnaires sur le fait d'autoriser ou pas un regroupement. Donc, il faut une trace écrite de cette autorisation pour faire un regroupement. Deuxième point de vigilance, s'assurer de la mise à jour des données FINES. On pourrait en parler des heures à la HAS, parce que c'est un élément très important pour nous, pour des tas de raisons. Donc, il est extrêmement important, le plus tôt possible, que vous assuriez que vos données FINES soient bien à jour, que ce soit la catégorie FINES, l'adresse, la dénomination sociale de votre établissement. Ça, donc, vous avez sur le site de l'ANS les instructions pour solliciter une mise à jour de ces données, parce que nous, c'est vraiment, on collecte directement les données de la base FINES. Donc, si c'est pas à jour, en fait, ça crée un tas de difficultés. Et puis également, dans le cadre de la publication des résultats, le FINES géographique sera la clé d'entrée pour pouvoir consulter les résultats sur le site de la HAS. Donc, c'est un point essentiel. On attire en tout cas votre attention là-dessus. L'auto-évaluation, donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire mais qui est vivement encouragé. Et dans le cadre du bilan, quand on a fait les retours d'expérience, on a constaté que ça avait quand même apporté, on a eu des retours très positifs sur cet exercice. Nous, on n'impose pas d'outils pour faire cette auto-évaluation. Vous pouvez utiliser Sinaï, vous pouvez aussi utiliser un autre outil. L'important, c'est que ces outils quand même aient intégré le référentiel HAS et les outils HAS. Donc sur l'auto-évaluation, c'est quelque chose ensuite qui peut évidemment être valorisé au moment de la visite d'évaluation, parce que vous avez un objectif 3.10 sur la démarche d'amélioration continue de la qualité, puis ça vous aide aussi à vous approprier le référentiel et vous-même à nourrir votre démarche qualité au long cours. Donc c'est quelque chose qu'on encourage vivement. Un point très important, le choix de votre organisme évaluateur. Alors nous, déjà, le message qu'on veut vraiment faire passer, c'est de ne pas avoir une approche économique, une approche de on veut réduire un maximum les coûts dans le choix de l'organisme évaluateur, parce que vous allez payer une prestation, il faut qu'elle vous soit utile, et donc il faut s'assurer d'un certain nombre de points pour être sûr que vous aurez un rapport d'évaluation derrière qui va vous servir d'outil pour nourrir votre plan d'action qualité. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis quelques conseils. S'assurer déjà de l'indépendance des organismes évaluateurs et de leur maîtrise des enjeux du secteur d'intervention, du public accompagné. On sait avec la multiplicité des modalités d'accompagnement que si vous faites partie, si vous êtes dans la protection de l'enfance, il faut que votre organisme évaluateur connaisse ce secteur-là. Et également qu'ils connaissent la démarche qualité. Pas que le secteur, mais il faut vraiment qu'il y ait les deux pour être sûr que
d'avoir une prestation de qualité. Vous pouvez élargir la mise à concurrence sur tout le territoire. Vous n'êtes pas obligé de prendre, sur la liste de la HAS, c'est classé par région, mais vous pouvez très bien prendre un organisme évaluateur qui n'est pas dans votre région, parce que souvent les évaluateurs sont mobiles. Bien définir les attendus de la visite au moment de la contractualisation, hein, que sur de tas d'éléments, que ce soit sur la posture des intervenants, les compétences, les profils qui sont attendus, la qualité des commentaires qui seront dedans, puisque les commentaires, ils sont essentiels, c'est ce qui vous permet aussi de bien comprendre les cotations et les écarts. Donc voilà, on vous invite vraiment à être très vigilant au moment du choix de l'organisme évaluateur, faire porter le risque de non-accréditation ou de retrait sur l'organisme évaluateur, parce que vous savez que vous pouvez faire appel à un organisme accrédité, mais vous pouvez aussi faire appel à un organisme qui est en recevabilité opérationnelle, hein, sur une durée de 24 mois. Et en fait, je rentre pas trop dans les détails, mais si à la fin il n'a pas son accréditation, le décret prévoit que l'autorité de tarification et de contrôle peut vous demander de refaire une évaluation. Donc ça, c'est toujours un risque, et c'est bien que ce soit vraiment inscrit dans les dispositions contractuelles. Toutefois, vous pouvez quand même faire appel à ces organismes qui sont tout à fait autorisés, au même titre que les organismes accrédités, à réaliser des évaluations. Et enfin, possibilité de faire une réclamation et ou un signalement si vous avez constaté une difficulté, que vous êtes insatisfait. Alors, surtout la réclamation, on insiste, hein, parce que quand vous avez une insatisfaction, il faut déjà avoir le réflexe de faire un courrier de réclamation à votre organisme évaluateur, puisqu'après ce courrier sera aussi versé dans leur système de gestion documentaire et pris en compte par le COFRAC. Donc c'est très important. Et après, nous, en second temps, on peut aussi être destinataire des signalements qu'on instruit, et on fait ensuite les remonter au COFRAC si nécessaire, puisque le COFRAC est l'organisme qui est responsable de l'accréditation des organismes évaluateurs. La visite d'évaluation. Donc là, pareil, notre message, en fait, c'est pas de visite inférieure à 2 jours. Parce qu'on considère qu'au regard du référentiel d'évaluation, il n'est pas possible de faire une évaluation de qualité en moins de 2 jours. Donc c'est quelque chose qu'on dit déjà, c'est une consigne qu'on livre déjà. On aimerait bien là l'inscrire vraiment dans le marbre. Donc c'est un point important. Et deuxième point, vraiment c'est aux organismes évaluateurs de s'adapter aux contraintes de l'ESSMS et pas l'inverse. Parce que parfois on peut voir des choses qui nous montrent que cette règle n'est pas bien comprise. Donc ça aussi c'est une exigence que vous pouvez avoir. Et puis faire attention à la qualification des évaluateurs, déjà au moment de l'appel d'offres, mais aussi sur ceux qui seront envoyés le jour J sur l'avis d'évaluation. Il faut bien que ça corresponde à ce que vous avez exigé sur les compétences et les profils. Et enfin, quelques rappels sur la phase d'observation, parce que vous savez que quand vous faites une évaluation, donc vous avez la visite d'évaluation, et ensuite l'organisme évaluateur va vous envoyer un pré-rapport, donc c'est la première version du rapport que vous allez pouvoir lire et sur laquelle vous êtes ensuite invité dans CINEE à faire des observations. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment la mise en œuvre déjà du principe du contradictoire. Ces observations, elles figureront dans tous les cas dans le rapport d'évaluation, donc elles pourront être lues par les autorités de tarification et de contrôle. Et également si vous voyez des choses qui vont pas aussi, qui sont mal passées pendant la visite d'évaluation, c'est aussi un espace où vous pouvez inscrire tout ce que vous souhaitez. Donc on invite vraiment les structures à s'approprier cette démarche, cette phase d'observation et à s'en servir et à en formuler. Et on rappelle aussi que donc, les évaluateurs ne peuvent pas apporter de modifications dans le rapport final si elles ne sont pas en lien avec les observations que vous avez faites. Donc en fait un pré-rapport sans observation, c'est un rapport final. Vous n'êtes pas censé découvrir des choses dans le rapport final. Et enfin, le rapport de visite, voilà, vous avez la structuration, je ne rentre pas dans le détail, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, sachant que comme l'a dit Hélène juste avant, on les contrôle et ça nous permet nous aussi d'avoir un regard sur l'activité et la qualité des prestations qui sont rendues par les organismes évaluateurs et puis leur respect de nos méthodes et de nos outils. Et enfin, on termine avec ce qui se passe après l'évaluation. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Il y a un rapport de visite qui nous est transmis automatiquement. Donc, c'est pas la peine de nous l'adresser par mail. Dès que vous clôturez sur CINEE, on le reçoit. Et donc, en diffusion, évidemment, il y a ce sujet assez brûlant là de la publication des résultats. Les rapports vont être publiés sur le site de la HAS.
Un petit point juste sur les critères impératifs, un petit rappel. Donc, les critères impératifs, c'est vraiment là où vous allez déjà commencer un process de démarche qualité, puisque quand vous avez un critère impératif qui n'est pas satisfait, au moment où vous allez transmettre votre rapport à l'autorité de tarification et de contrôle, vous devez joindre immédiatement après la visite, donc un plan d'action pour montrer les actions que vous avez faites justement pour répondre aux écarts qui sont constatés. Donc, les critères impératifs, c'est ce qui vous permet d'amorcer déjà le process de démarche qualité. Voilà. Et donc vous avez pour ça des formulaires critères impératifs qui sont normalement remplis par les organismes évaluateurs, qui ne sont pas censés d'ailleurs être des copier-coller. Vous devez vraiment avoir un formulaire par critère impératif non satisfait avec un certain nombre d'éléments qui vous derrière auront de comprendre en détail les écarts qui sont constatés et qu'ensuite vous derrière vous puissiez vous nourrir de ça pour faire votre plan d'action. Et enfin le rapport d'activité. Donc comme vous le savez, il y a une obligation réglementaire. Désormais, vous devez valoriser dans le cadre du rapport d'activité ce que vous avez mis en œuvre dans le cadre de votre démarche d'amélioration continue de la qualité et d'envoyer tout cela à vos autorités de tarification et de contrôle, sachant que nous, on n'a pas fait de trame, c'est vraiment chaque ESSMS qui le valorise de la manière qui souhaite le faire. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous propose de rester ici, voilà. Donc là, c'est le temps pour les questions, les échanges avec la salle. Écoutez, je vous laisse donc spontanément prendre la parole et mesdames Lucier et Anne répondront. Merci. Bonjour mesdames, Mathieu Mauferon, je dirige l'EHPAD de Montbron en Charente. J'aurais une question concernant le rapport d'évaluation. Précédemment, il y avait une procédure contradictoire où des corrections pouvaient être potentiellement intégrées dans le rapport. Est-ce que là, c'est juste, cette procédure contradictoire va-t-elle juste consister en la publication du rapport et de nos commentaires, ou est-ce qu'il peut y avoir une modification du rapport dans le cadre d'une navette entre nous et l'organisme évaluateur ? Non, mais je peux répondre. Oui, pas de souci. Oui, effectivement, au niveau de la phase d'observation, donc vous recevez le pré-rapport, vous faites vos observations, et ensuite, l'organisme évaluateur, il est décisionnaire sur le fait de prendre ou pas en compte, mais il n'y a qu'une navette en revanche, de prendre ou pas en compte vos observations. Mais par contre, on invite les évaluateurs à mettre dans les commentaires les raisons pour lesquelles ils ont pris ou pas pris en compte les observations que vous avez faites. Donc effectivement, il peut y avoir une deuxième version du rapport. Donc, on a une annexe en fait dans le rapport d'évaluation. Vous avez la cotation initiale, puis la cotation, et pareil pour la modification des commentaires. Ça, c'est dans le cadre d'une navette, mais après, c'est l'organisme évaluateur qui, au cas par cas, va décider s'il prend en compte ou pas les éléments que vous avez mis dans vos observations. Merci. Bonjour, Romain Viau, je suis cadre supérieur de santé sur les EHPAD du Nord Gironde, du côté Blayais. Petite question, est-ce que l'auto-évaluation est obligatoire à réaliser sur Sinae ou pas ? Puisque nos établissements sont engagés, nous, dans une démarche Humanitude, où nous avons un référentiel Humanitude qui se transpose sur le référentiel HAS. Notre auto-évaluation, on va dire Humanitude, est déjà faite, donc j'ai une transposition qui se fait sur le référentiel de la HAS. Mais est-ce que je dois faire la saisie dans Sinae de cette auto-évaluation, sachant que ça me demande, vous l'aurez compris, un double travail? L'auto-évaluation est volontaire. Vous n'avez pas obligation de la faire. Nous, comme on dit, on la conseille vivement parce qu'elle permet de se préparer, de comprendre quels sont les attendus du référentiel, de les expliciter aux professionnels, aux membres du CVS, etc. Mais vous n'en avez pas l'obligation. De la même façon, comme le disait Audrey, si vous avez d'autres outils qualité qui existent, qui ont implémenté le référentiel, vous pouvez le faire sur vos logiciels qualité. Juste là, quand vous parlez d'Humanitude, alors je vous avoue que je ne sais pas exactement dans quelle mesure il vient recouvrir le référentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que le référentiel
HAS qui est valable en termes d'évaluation. Il n'y a pas, avec d'autres types de labels ou autres, aujourd'hui il n'y a pas de lien. Merci. Bon. Alors moi c'est plus une question d'ordre méthodologique, parce que dans la présentation vous avez indiqué que vous étiez en phase d'approfondissement du référentiel pour l'articuler aux recommandations de bonne pratique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris votre l'approche. Donc, comment concilier finalement un référentiel socle avec des recommandations qui parfois sont spécifiques à certains parcours, à certains publics? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, et qui va un peu avec, si on va vers l'appréciation des interventions professionnelles, qu'est-ce qui finira par distinguer l'évaluation d'une certification? Est-ce qu'on est dans les mêmes champs ou pas? Alors, sur la première question, nous aujourd'hui, on a la volonté, puisqu'on est une même direction, effectivement, de mieux articuler les recommandations de bonne pratique et le manuel. C'est un manuel national et les recommandations, justement, elles vont pouvoir permettre, en fonction des types de publics ou des types d'établissements, de venir mieux interpréter et reformuler les éléments d'évaluation de manière vraiment spécifique. Aujourd'hui, c'est probablement un peu l'écueil qu'on peut observer quand on fait des contrôles, c'est qu'il y a parfois ça peut être un peu plaqué, sans prendre réellement en compte les spécificités, et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la qualité et la compétence des évaluateurs, parce que c'est vraiment ça qui va leur permettre de bien comprendre comment, dans ce type d'établissement, avec ce type de public, qu'est-ce qu'on doit attendre des éléments d'évaluation. Et effectivement, il y a encore un travail à faire sur ce point. Donc notre objectif, c'est d'outiller davantage, alors autant les établissements dans le cas, et services dans le cadre de leur auto-évaluation, mais aussi les évaluateurs, en faisant un gros travail là sur les recommandations de bonne pratique existantes. Il y en a un certain nombre qui ont été publiées dernièrement, et en allant davantage dans le détail, on va aussi faire davantage référence à des guides. Il y a d'autres agences qui travaillent, dont vous, les ARS, vous pouvez aussi produire un certain nombre de documents, il y a la NAP, etc. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir outiller au maximum pour mieux comprendre les enjeux des publics et des secteurs. Mais il y a un travail à faire aussi de la part de chaque organisme évaluateur. La HAS ne pourra pas... Les recommandations de bonne pratique, normalement, servent à ça. Aujourd'hui, comme je disais, nous, on est sur un dispositif d'évaluation. On sait qu'il y a encore du travail en termes de compréhension et de mise en œuvre de la démarche qualité. Donc pour le moment, jusqu'en tout cas 2027, on est vraiment sur de l'évaluation. On n'a pas encore de réflexion sur passer d'une évaluation à une certification, comme ça peut être le cas dans le sanitaire. Après, il y a une vraie différence avec le sanitaire, où il y a 10 fois moins d'établissements, et où il y a le dispositif est très différent, puisque ce sont des évaluateurs qui sont salariés par la HAS. Alors que nous, sur pratiquement 42 000 établissements et services, c'est impossible. Donc c'est une limite qui est quand même très importante. Bonjour, Valérie Altuzaras, je suis de Bordeaux. Je m'interroge sur la remarque que vous avez faite par rapport à la durée des évaluations, en ce sens qu'on a des structures vraiment très différentes en termes d'activité, en termes de taille. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur les critères qui font qu'une évaluation doit durer plus de 2 jours, puisque vous avez dit 2 jours c'est le minimum? Et pour certaines structures qui sont vraiment des microstructures, chez nous je pense à notre CAMS, 2 jours ça peut paraître long également. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur ce point? En fait, le référentiel, il porte sur 157 critères, et sur ces 157 critères, il n'y en a que 28 qui sont spécifiques. Donc on va dire que globalement, la durée d'évaluation n'est pas vraiment impactée par les critères spécifiques. C'est pour ça qu'on dit que, indépendamment du type d'établissement, moins de 2 jours, ça nous paraît très compliqué de pouvoir faire une évaluation où les évaluateurs ont le temps effectivement d'aller à la rencontre des personnes accompagnées, d'aller à la rencontre des professionnels, de faire des observations, parce qu'on se rend compte, nous, beaucoup dans les rapports qu'on peut contrôler, que les temps d'observation, il n'y en a pas tant que ça, on n'a pas tant d'éléments d'observation qui sont remontés. Donc pour avoir quelque chose au plus juste, moins de 2 jours, ça nous paraît compliqué, même pour des petites structures finalement, puisque le nombre de critères est sensiblement le même.
Après, ce qui va pouvoir faire bouger ces 2 jours, ça va être le nombre d'accompagnés traceurs. Plus vous faites d'accompagnés traceurs, entre le temps de l'accompagné traceur, puis derrière de rencontrer un ou 2 professionnels pour vraiment aller explorer cet accompagnement spécifique et comment il est adapté aux besoins et aux attentes de la personne, ça prend du temps supplémentaire si vous en faites plus de 3. Ça va aussi après dépendre de si vous faites une évaluation multi-ESSMS, eh bien ça veut dire que les évaluateurs doivent se rendre sur l'ensemble des sites, donc là aussi a priori ça va leur prendre un peu plus de temps. Donc c'est tout ça qu'il faut évaluer, et c'est pour ça aussi que c'est vraiment important de prendre le temps d'échanger avec les organismes évaluateurs. Pour nous, les organismes évaluateurs, ils doivent aussi, de par leur connaissance et leur expertise de l'évaluation, pouvoir vous conseiller sur ces éléments-là. Et on sait, quand tout à l'heure Audrey a dit qu'il ne faut pas que ce soit uniquement une question financière, on sait que le coût n'est pas du tout anodin pour vos structures, mais il faut vraiment que derrière vous le preniez comme ça va me servir d'outil. Je vais avoir un vrai retour sur investissement si mon rapport il est bien fait et que réellement il me permet d'identifier quels sont tous les éléments que j'ai à travailler. Normalement, vous, en termes de démarche qualité, de structuration de votre organisation, vous vous y retrouvez au bout des 5 ans. Mais je sais que le jour où il faut payer la facture, ça peut être compliqué. S'il vous plaît, merci. J'ai une question à vous poser sur la nécessité de la publication des résultats auprès du grand public, alors qu'on est dans une démarche qui est une démarche, je dirais, naissante, qui s'améliore, c'est ce que vous expliquez, qui va permettre effectivement aux gestionnaires d'établissements d'adapter un certain nombre de choses au niveau du référentiel actuel, mais des évolutions que vous pressentez dans ce référentiel par rapport aux premières évaluations qui ont eu lieu. Or, il y a une publication des résultats au niveau de la HAS qui sont accessibles au public. Est-ce que ce n'est pas prématuré ? Alors la HAS répond à une obligation réglementaire de la DGCS. Ça va être sur son site, mais pour le compte du ministère. Donc là, nous, on est vraiment dans le cadre d'une réponse du réglementaire. C'est pas la HAS qui décide, c'est le ministère. Il y a un représentant du ministère aussi ? Aujourd'hui, il n'y a pas de représentant du ministère. Bonjour mesdames. Je dirige des établissements et services qui accompagnent des personnes avec autisme. Ma question est la suivante. Pour les établissements qui sont certifiés, non pas évalués, certifiés par un organisme habilité, on le connaît, Andéo, est-ce qu'il est envisagé dans les prochaines années une forme d'équivalence permettant aux établissements de ne pas souscrire 2 fois à des évaluations qui, entre l'HAS et Andéo, peuvent, je ne sais pas, au moins 70% être à peu près identiques, sauf que pour Andéo, il y a une approche populationnelle bien sûr plus importante. Réglementairement, vous devez faire une évaluation sur la base du référentiel de la HAS. C'est du réglementaire, c'est voilà. Pourront être valorisés, voilà, vous avez parlé d'Andéo, mais tout à l'heure monsieur parlait d'Humanitude, etc. Ça pourrait être valorisé au même titre que l'auto-évaluation, le fait d'avoir déjà une démarche et qui montre que vous êtes donc bien dans une logique de démarche qualité. Mais aujourd'hui, réglementairement, celle qui est obligatoire, c'est celle de la HAS. Si vous voulez en faire une autre certification, là, c'est un choix de l'établissement ou du service. Pas d'autres questions ? On peut encore prendre une question. Il ne faut pas prendre... Monsieur ? Bonjour, Michel Marsan. Je suis ingénieur qualité sur le pôle de santé Vallée du Lot, Lot-et-Garonne. Vous avez parlé d'un bilan annuel qui devait être envoyé aux autorités de tarification. Je voulais savoir exactement dans quel délai, à la suite du rapport définitif, il doit être envoyé. Et quelles autorités, parce que quelquefois, quand on envoie des documents, ils ne sont pas toujours au courant. Donc...
Alors ça, je vous laisserai en discuter avec votre ATC. Moi, le rapport doit être transmis à l'ATC dans le cadre de l'arrêté de programmation. L'arrêté de programmation vous fixe une date, dernier délai, c'est ce que vous devez respecter. Et si vous avez un certain nombre de critères impératifs qui n'ont pas été atteints, vous devez aussi y adjoindre votre plan d'action. Voilà. Mais c'est vraiment votre arrêté de tarification qui fixe le délai maximum. Ok, merci pour toutes ces questions et pour les réponses apportées.